Bonsoir Fatih Birol. Et merci beaucoup d'avoir choisi France Info. Vous êtes le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, aux premières loges de la crise économique mondiale, du choc pétrolier que nous subissons depuis la guerre au Moyen-Orient. Vous avez des données que nous n'avons pas, des informations que nous n'avons pas. Il y a quelques semaines, vous avez dit que le monde traversait la pire crise énergétique de son histoire. Est-ce que vous maintenez ce diagnostic aujourd'hui ? Absolument. Par le passé, depuis 50 ans, nous avons vécu 3 crises énergétiques majeures qui ont eu des influences géopolitiques, économiques, dans la vie quotidienne des gens. En 1973, choc pétrolier. En 1979. Et en 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, lorsque la Russie a coupé les approvisionnements en gaz à l'Europe. Il y a donc une crise du gaz. 3 grandes crises énergétiques. Comparons la crise d'aujourd'hui, à cause de la guerre en Iran, la quantité de pétrole et de gaz que nous avons perdu cette fois-ci, dans cette guerre, est beaucoup plus importante que les quantités qui avaient été perdues lors des 3 crises précédentes ensemble. En outre, il ne s'agit pas que de gaz et de pétrole, car le détroit d'Ormuz est également le passage des engrais, qui sont très importants pour l'agriculture, les pétrochimiques et d'autres marchandises absolument essentielles. C'est la plus grande crise énergétique de l'histoire. Vous maintenez vos propos. C'est un choc essentiellement lié au prix de l'énergie, du pétrole, on va en parler. Le baril est toujours autour de $100. Mais c'est aussi un choc d'approvisionnement. Il y a des pénuries déjà pour certains pays, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Une partie du globe est en train de s'appauvrir. Est-ce que c'est aussi inquiétant pour l'Europe et pour la France ? Le problème le plus important concerne l'Asie. Pourquoi ? Car l'Asie, l'Inde, la Chine, le Japon, le Bangladesh, la Corée, le Pakistan, tous ces pays reçoivent 90% de leur pétrole et de leur gaz par les détroits d'Ormuz en provenance du Moyen-Orient. Ils tentent de trouver des alternatives, mais il y a des ruptures d'approvisionnement. Les prix augmentent, le prix du pétrole, du gaz et des produits agricoles augmentent. Et les pays d'Afrique, pour ces raisons, sont touchés. Les pays africains, l'Afrique et d'autres pays en développement seront les plus touchés. Cela étant, les Européens sont également concernés, car il y a un prix du pétrole unique. Et si ces problèmes persistent, alors les Français à Paris ou les Allemands à Berlin qui vont faire leur plein pour acheter du gasoil pour leur voiture, eh bien ils seront confrontés à une augmentation du même prix. Cela étant, la France est dans une position plus favorable que d'autres pays européens. On va en parler dans un instant. Vous avez évoqué des risques de pénurie mondiale de pétrole à l'été. On va peut-être entrer dans la zone rouge. Avez-vous dit, c'était à Londres il y a quelques jours. D'abord, c'est quoi la zone rouge ? Avant cette crise, il y avait un véritable surplus des capacités de production. Il y avait beaucoup de pétrole non utilisé. Le 11 mars, après le début de cette crise, l'AIE a puisé dans les stocks stratégiques de pétrole des pays membres. Merci au président Macron, merci au G7, car le président français a aidé à pousser dans ce sens. Depuis 3 mois, cela fait une centaine de jours que cette crise a démarré, eh bien, le monde a utilisé non seulement le surplus, mais également une partie des réserves. Mais il n'y a pas de nouvel apport depuis le marché. C'est comme si vous avez un manque d'argent dans votre poche, vous avez utilisé tout l'argent, mais vous n'avez pas récupéré l'argent après. Donc on en est à la fin des stocks, à la fin du pétrole qu'on avait mis de côté. Ça se produira donc fin juin, il n'y aura plus de stock à prélever, donc à la fin de ce mois-ci. Cela signifie concrètement que
Malheureusement, alors on va parler au des moment conséquences sur le transport où les gens aérien se mettent à notamment. voyager dans la Mais mer. là, vous dites fin juin. Fin juin, on va arriver à des niveaux critiques. Donc c'est dans un mois. Absolument. Si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert complètement et sans aucune condition, au moment où la saison de voyage commence et où la demande explose, alors le monde entre dans Alors une on va zone essayer de rouge. comprendre ce qui peut se passer, les conséquences. Mi-avril, vous avez dit que le transport aérien n'avait plus que 6 semaines de carburant devant lui. Ça a créé pas mal d'anxiété. Les Européens pourront-ils prendre l'avion cet été ? Les Européens pourront prendre l'avion, mais ils devront payer davantage. Nous avons sonné l'alarme, nous avons demandé aux Européens de se réveiller. Si vous n'êtes pas en mesure de trouver une solution, alors dans 6 à 8 semaines, vous serez confrontés à des difficultés majeures. On parle de beaucoup de compagnies, KLM, Lufthansa, Ryanair. Ils ont réduit le nombre de leurs vols, bien sûr, et le Nigeria a été très utile car il a décidé d'augmenter ses exportations de kérosène. Donc pas de rupture, mais une augmentation des prix. Et il y aura peut-être des annulations de vols. Vous dites quoi aux Français qui vous écoutent ? Ne prenez pas l'avion, rationnez l'avion, prenez le train. L'Allemagne, la France, l'ensemble des pays doivent réduire le nombre de vols et tenter de trouver des alternatives. D'autres pays en Asie prennent déjà des mesures. Je pense notamment à l'Inde, au Pakistan, au Bangladesh. Dans ces pays, il y a une réduction concrète de la consommation de pétrole et il y a de plus en plus de télétravail dans beaucoup de pays. Certains dirigeants, on entend vos propos alarmistes que vous assumez parfaitement. Dans un mois, on atteindra un niveau critique. Considèrent que vous alimentez les peurs. Considère que vous créez des prophéties auto-réalisatrices. Vous les assumez, ces propos alarmistes ? Nous avons dit des choses jusqu'à maintenant qui se sont toutes avérées et qui se sont réalisées. Nous avons dit des vérités difficiles et les dirigeants politiques doivent y être attentifs. J'ai dit que fin juin serait une période critique et depuis, les dirigeants de grandes compagnies pétrolières disent la même chose en Amérique, en Europe. Justement, la libération de réserves de pétrole, de stocks de pétrole, c'est la décision majeure qu'a pris à l'unanimité l'Agence internationale de l'énergie. Est-ce que c'est suffisant ? Vous avez fait ça en mars. Est-ce qu'il faut aller plus loin au regard des marchés qui continuent un peu à spéculer sur le pétrole qui reste très haut, je disais autour de $100 le baril. Le 11 mars, j'ai dit au monde entier que nous allions libérer des millions de barils de pétrole. La guerre en Libye, la guerre en Irak nous avait déjà poussé à prendre des mesures de cette nature, mais jamais autant de barils prélevés et puisés dans les stocks. Il a fallu rassembler tous les pays, les États-Unis, le Japon, la Corée, les pays européens, et il y a eu une décision unanime sur ce point. Après cette annonce, les prix du pétrole se sont effondrés de $20. Ça a été une injection importante de pétrole, mais il reste... Mais c'était 20% de ce dont nous disposions. Il nous en reste 80% en stock. Et si besoin, si les pays membres estiment que c'est nécessaire, nous avons les réserves pour détendre un peu le marché. Donc l'AIE est le filet de sécurité du monde. Le français de l'économie, Roland Lescure, se veut rassurant. Il a raison. Roland Lescure a été en pointe pour m'aider à faire puiser dans les stocks. Au niveau du G7, la France pilote le G7 cette année. Roland Lescure a été très utile. Je tiens à utiliser cette occasion pour le remercier particulièrement. Y compris sur le gazole ?
Vous savez qu'un tiers, enfin je ne vais pas vous apprendre ça, qu'un tiers du gazole non routier vient du Moyen-Orient, concernant la France? Il n'y a pas de problème en France pour l'instant, c'est clair. Il y a des difficultés en revanche dans d'autres pays. Il est possible, si la situation continue à se détériorer, que la France soit confrontée à des défis, mais la France n'est ici pas en première ligne. Parlons des prix. Si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert, même si évidemment tout est possible, quels prix vont augmenter? Les prix du pétrole, bien évidemment, mais les prix alimentaires, l'inflation va se généraliser à toute l'économie, la croissance va continuer à baisser? Tout d'abord, si le détroit d'Ormuz ne rouvre pas d'ici fin juin, comme je l'ai dit, si nous entrons dans la zone rouge avec un détroit fermé, alors les prix actuels vont croître. La question est de combien? Ils monteront, mais de combien? Alors, je ne peux pas donner un chiffre, mais l'augmentation des prix fera augmenter l'inflation et cela comprimera la croissance. Ce sera une très mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale. Un certain nombre de pays seront davantage touchés que d'autres, les pays asiatiques notamment, les pays africains. L'Europe sera au départ moins touchée, mais dans la durée, elle le sera quand même. La France est mieux protégée grâce à son énergie nucléaire. Patrick Pouyanné, le patron de Total, a dit il y a quelques jours que pour garantir l'approvisionnement de la France en pétrole et donc pour éviter les pénuries, Total devra forcément augmenter ses prix à la pompe. Sa phrase, c'est « le prix de la non-pénurie, il va falloir le payer ». Il n'y a pas d'autre moyen? Qu'est-ce que vous en pensez? Malgré les super profits de ce pétrolier français? C'est la responsabilité des entreprises et des États de décider. Mais l'une des façons pour réduire la demande, c'est d'augmenter les prix. Puisque si un bien coûte plus cher, on l'achète moins, tout simplement. Je crois que les États du monde entier doivent cependant faire attention pour que les augmentations des prix ne pèsent pas trop sur le pouvoir d'achat, en particulier des plus pauvres. Il faut protéger les gens de manière... il faut protéger les gens et être prudent. Certains pays en Europe ont décidé de taxer, enfin de supprimer les taxes sur le pétrole. Est-ce qu'il est possible et souhaitable, selon vous, d'imaginer une taxe sur les pétroliers au niveau mondial, au niveau européen? Il se passe la même chose dans beaucoup de pays. Il y a une baisse des taxes, donc il y a une diminution du prix par conséquent. Cela étant, je pense que cela doit être temporaire dans un premier temps. Et enfin, ces mesures ne doivent concerner que les gens qui gagnent le moins. Puisque si vous avez un prix à 2 € ou à 2,10 €, pour les gens qui ont beaucoup de moyens, ça ne fait pas beaucoup de différence. En revanche, pour ceux qui en ont moins, c'est important. Donc il faut que ce soit temporaire et ciblé. Alors qu'est-ce qu'on fait, Dr Birol? Il y a le court terme et le long terme. À court terme, le Royaume-Uni a déjà assoupli les sanctions sur le gaz russe. Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que vous pensez que l'Europe doit faire la même chose? I think Europe decided to reduce or minimize. L'Europe a décidé de minimiser son utilisation de l'énergie russe. Je crois que c'est une bonne décision car la Russie, malheureusement, a instrumentalisé son énergie à des fins géopolitiques. Historiquement, il y avait 2 artères sur le marché énergétique mondial. D'abord, les pipelines de Russie vers l'Europe, et puis, deuxièmement, l'artère partant du détroit d'Ormuz vers l'Asie et le reste du monde. Ces 2 artères sont maintenant endommagées ou complètement bouchées, de telle sorte que les pays vont commencer autant que possible à produire leur énergie au niveau national, solaire, éolien, nucléaire ou électrification via les véhicules électriques. Cette crise, donc, me semble-t-il,
est un élan supplémentaire donné aux technologies d'énergie verte. La France commence, l'Europe traîne un peu les pieds, mais à très court terme, quels sont les partenaires commerciaux possibles, les pays pétroliers sûrs? Aujourd'hui, l'Europe achète du pétrole et du gaz aux États-Unis de Donald Trump. Est-ce que ce n'est pas risqué? Il y a un enjeu que tout le monde doit bien comprendre. L'énergie et la géopolitique ont toujours été liées. Mais pour moi, c'est la première fois que la géopolitique domine autant les éléments liés à l'énergie. Nous vivons dans un monde dangereux, très dangereux. Pour moi, le premier enjeu, c'est celui de la diversification. Il faut diversifier autant que possible afin de ne pas dépendre d'un seul pays et d'avoir des importations qui viennent de différents pays. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Il y a bien sûr les États-Unis, mais il y a aussi le Canada, la Norvège, l'Australie, d'autres pays du Moyen-Orient. Par le passé, en important de l'énergie, on se demandait tout simplement où étaient les produits les moins chers. 2 euros, 3 euros, 4 euros. Bien sûr, vous achetez ce qui coûte 2 euros. Aujourd'hui, les pays font attention. Si vous avez des produits à 4 euros, mais qui sont plus prévisibles, et si vous pouvez faire davantage confiance sur 20 ans aux pays qui vont à 4 euros, eh bien, vous achetez chez lui, car il n'y a pas d'utilisation de l'énergie pour des raisons géopolitiques. Donc, vous choisissez 4 en prenant en compte d'autres paramètres au lieu de 3. Donc, il y a un changement de ce marché en faveur des pays qui sont plus prévisibles. Et à long terme, alors, que va-t-il falloir changer en priorité? Est-ce qu'on va vraiment sortir de la dépendance au pétrole? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est à un tournant, qu'on est en train d'aller un mal pour un bien peut-être, vers l'électrification de l'économie en Europe? Oui. Le monde a besoin, depuis plusieurs siècles, d'une grande quantité d'énergie. À l'époque de la révolution industrielle, la source d'énergie principale était celle du charbon. Les mineurs qui sortaient le charbon de la terre, on est dans Germinal, pour l'apporter à l'industrie. Le charbon a décliné, il a fini par perdre des parts pour laisser la place au gaz et au pétrole. Et c'est l'époque actuelle. Je crois, je l'ai déjà dit l'an dernier, que nous sommes en train d'entrer dans l'ère de l'électrification. La part de l'utilisation de l'électricité augmente. Il y a de plus en plus d'objets qui reposent sur l'électricité. Le transport, par exemple, les climatiseurs, l'air conditionné fonctionnent avec de l'électricité. Ici, on est aussi lié au changement climatique. Les pays vont produire et consommer davantage d'électricité. La Chine l'a déjà gagnée? Les voitures électriques, l'énergie renouvelable? Je crois qu'un certain nombre de pays sont en avance. La Chine, notamment, vous avez raison. La Chine est la championne de l'énergie solaire, des énergies renouvelables. Mais la France est bien positionnée également grâce à son énergie nucléaire. La France a un rôle très important à jouer. D'autres pays européens également. Il faut produire beaucoup d'électricité. Car il y a un autre aspect, l'intelligence artificielle que j'aimerais évoquer. L'intelligence artificielle repose sur des data centers qui sont extrêmement énergivores. Nous connaissons tous le nom de ces grandes entreprises de l'IA. Si elles veulent monter en puissance sur l'IA, il faut construire des data centers. Et le premier paramètre, c'est celui de la disponibilité et du prix de l'électricité. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises choisissent d'investir en France. Un avantage comparatif, on l'a vu avec le data center et le gros contrat signé avec cette banque japonaise. Revenons un instant sur l'Europe. Il y a des freins quand même à Bruxelles. Quand vous voyez que les 27 ont décidé de reporter la fin du moteur thermique qui était prévu à 2035, on voit bien qu'on est loin d'être unis sur le sujet. Ça va prendre beaucoup de temps ou au contraire, vous pensez que nécessité fait loi et d'un coup, on va aller beaucoup plus vite?
C'est une question économique, c'est vrai, mais surtout, c'est une question géopolitique et d'affaires étrangères. Pourquoi ? Car l'Europe a une dépendance énergétique au pétrole. C'est le résultat de son utilisation de l'automobile, au moteur thermique. Il y a une lenteur en Europe, en tout cas plus lent que ce que j'imaginais sur l'électrification. Mais il y a des progrès. Il y a 5 ans, dans le monde entier, il n'y avait que 5% de ventes totales en véhicules électriques. Aujourd'hui, on est à 30%. Les nouveaux véhicules représentent 30%. Les véhicules électriques représentent 30% des ventes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins chers et car l'électricité, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, est moins chère que l'essence et le gasoil. Et je crois que l'Europe devrait aller dans le sens de la voiture électrique. L'après-pétrole a commencé ? On peut dire ça, on voit que les chutes de consommation de pétrole sont très importantes dans le monde, mais en France, 15%. Vous pensez que ça va durer ? Ou si le détroit est rouvert, très honnêtement, Dr Birol, tout le monde va se reprécipiter dans la consommation d'hydrocarbures, non ? I don't think that all will go up, but some of them will go up, rebound again. Qu'il y aura une reprise partielle, effectivement. Mais la plupart du carburant est utilisé dans le secteur des transports. Les camions notamment, qui vont être de plus en plus électrifiés. Pas à cause du changement climatique, mais car l'électrification, ça coûte moins cher et car c'est plus sûr en matière d'approvisionnement. Pardon, l'électrification est une question de souveraineté. De défense des intérêts et non pas d'écologie et de décarbonation. D'abord, l'électrification, c'est une question de souveraineté, ensuite c'est une question économique et enfin, c'est aussi une question écologique. L'électrification permet de résoudre tous les problèmes d'un coup. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, en passant à 100% électrique, mais la direction est celle-ci. Je voudrais terminer par le prix à la pompe qui intéresse les automobilistes du monde entier et les Français en particulier. Si un accord est trouvé et que le détroit d'Ormuz est rouvert, Donald Trump semble optimiste, mais il faut rester prudent. Combien de temps prendra le retour à la normale ? Quand est-ce que les prix reviendront au niveau d'avant la guerre ? La guerre a débuté le 28 février. Il faudra plusieurs mois pour revenir à un prix normal, même si le détroit est rouvert. Sachant que ouvert, ça dépend, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ouvert complètement et sans condition, ou bien avec un certain nombre de réserves. Si la rouverture est totale, sans aucune restriction, il faudra plusieurs mois pour revenir au prix du 27 février, malheureusement. Une année potentiellement ? Quasiment une année. Presque un an. Donc les marchés restent volatiles. Donc il y aura un avant et un après Ormuz, selon vous. Vous pensez que le détroit peut être payant avec un péage ? C'est envisageable ? Le détroit d'Ormuz, je l'ai dit, est l'une des deux grandes artères du marché énergétique mondial. On a Russie-Europe et des exportations vers l'Asie par le détroit d'Ormuz. On se demandait s'il allait être fermé, c'est le cas. Et s'il a été fermé une fois, ce détroit, il peut être fermé de nouveau. C'est donc un nouveau chapitre des marchés énergétiques et je crois qu'il y aura une nouvelle carte mondiale de l'énergie après cet incident. Merci beaucoup, Fatih Birol, d'avoir choisi France Info.